En mars 1989, dans la paisible région d'Annecy, en Haute-Savoie, un père et sa fille de 16 ans ont disparu sans laisser la moindre trace. Leur voiture a été retrouvée abandonnée près d'une forêt, moteur encore tiède, portière déverrouillée. Aucun signe de lutte, aucune explication. Pendant 14 ans, cette affaire est restée un mystère complet, classé sans suite par les autorités. Mais en 2003, des ouvriers travaillant sur un chantier de construction ont fait une découverte qui a glacé le sang de toute la France. Ce qu'ils ont trouvé n'était pas seulement les réponses sur le sort d'Henri et Céline Martineau. C'était quelque chose de bien plus troublant. Quelque chose qui défie notre compréhension des liens familiaux et des secrets qu'une personne peut porter. Car les analyses ADN ont révélé une vérité insoutenable. Durant leur disparition, le père et la fille avaient conçu un enfant ensemble. Comment est-ce possible? Qu'est-ce qui peut pousser un père et sa fille à franchir cette ligne interdite? Et surtout, où sont-ils allés pendant toutes ces années? Avant de continuer avec cette histoire profondément dérangeante, si vous appréciez les cas mystérieux réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. La ville d'Annecy, située au bord de son lac cristallin dans les Alpes françaises, était en 1989 une commune paisible d'environ 50 000 habitants. La région vivait principalement du tourisme et de l'artisanat traditionnel. Les montagnes environnantes offraient un cadre idyllique, mais créaient aussi une certaine forme d'isolement pour les hameaux et fermes dispersées dans les vallées. Henri Martineau avait 45 ans en mars 1989. C'était un homme grand, aux épaules larges, forgé par des années de travail manuel. Ses mains calleuses et son visage marqué par le soleil témoignaient de son métier de menuisier charpentier, une profession qu'il exerçait avec talent depuis l'âge de 18 ans. Dans la communauté locale, Henri jouissait d'une solide réputation. Ses meubles en bois massif ornaient de nombreuses maisons de la région et son travail méticuleux lui valait le respect de ses pairs. Mais Henri portait en lui une douleur profonde. En septembre 1985, sa femme Isabelle était décédée d'un cancer du sein à l'âge de 38 ans. Cette mort l'avait profondément transformé. L'homme, autrefois jovial et sociable, était devenu taciturne, se repliant sur lui-même et sur sa fille unique. Ses amis remarquaient qu'il refusait désormais toutes les invitations, préférant passer ses soirées seul, dans son atelier, même après la fin de sa journée de travail. La maison des Martineau se trouvait à environ 5 kilomètres du centre d'Annecy, dans le hameau de Verrier-du-Lac, sur les hauteurs dominant le lac. C'était une ancienne ferme rénovée, entourée d'un terrain de près de 2000 mètres carrés, bordé par la forêt. L'isolement relatif de cette propriété convenait parfaitement à Henri, qui appréciait la tranquillité et la possibilité de travailler le bois dans son grand atelier attenant à la maison. Céline Martineau, en mars 1989, avait tout juste 16 ans. C'était une adolescente au physique délicat, avec les cheveux châtains de sa mère et les yeux bleus perçants de son père. Elle était élève de seconde au lycée Gabriel Fauré d'Annecy, où ses professeurs la décrivaient comme une jeune fille studieuse mais effacée. Ses notes étaient excellentes, particulièrement en littérature et en histoire, mais elle participait peu en classe et n'avait pratiquement pas d'amis. La mort de sa mère, alors qu'elle n'avait que 12 ans, avait profondément affecté Céline. Les enseignants avaient remarqué un changement drastique dans son comportement après cet événement tragique. La petite fille, autrefois souriante et bavarde, était devenue une adolescente renfermée, évitant les interactions sociales. Elle déjeunait seule à la cantine, ne participait à aucune activité extrascolaire et rentrait directement chez elle après les cours. Marguerite Fouquet, une voisine de 60 ans qui habitait la ferme la plus proche, à environ 800 mètres, se souvenait bien de la transformation de la famille Martineau après la mort d'Isabelle. Dans les entretiens qu'elle a donnés aux enquêteurs en 1989, puis de nouveau en 2003, elle décrivait comment le lien entre Henri et Céline était devenu étrangement intense après le décès. Ils étaient toujours ensemble.
expliquait Marguerite. Je les voyais se promener dans les bois, même par mauvais temps. Céline ne semblait avoir aucune vie sociale avec des jeunes de son âge. Le samedi et le dimanche, elle restait avec son père dans l'atelier. Au début, je me disais qu'ils faisaient leur deuil à leur manière, mais avec le temps, ça m'a paru différent. D'autres habitants de Veillerier-du-Lac partageaient ces observations. Madame Collet, l'épicière du village, se rappelait que Céline accompagnait toujours son père pour faire les courses, se tenant près de lui avec une posture presque protectrice. Elle semblait anxieuse quand il s'éloignait, ne serait-ce que de quelques mètres, racontait-elle. C'était touchant au début, mais après 3 ou 4 ans, ça devenait inhabituel pour une adolescente de cet âge. Au lycée, la situation de Céline préoccupait certains enseignants. Madame Renard, sa professeure de français, avait tenté à plusieurs reprises d'engager la conversation avec elle, inquiète de son isolement social. Je voyais une jeune fille intelligente, sensible, mais qui semblait porter un poids invisible, confiait-elle aux enquêteurs. Quand je lui suggérais de rejoindre le club de lecture ou de participer aux sorties scolaires, elle déclinait poliment, disant que son père avait besoin d'elle à la maison. L'hiver 1988-1989 fut particulièrement rigoureux dans la région d'Annecy. Les températures descendaient régulièrement en dessous de -10 degrés et la neige recouvrait les hauteurs de Veillerier-du-Lac d'un épais manteau blanc. Henri et Céline étaient encore plus isolés durant cette période, les routes devenant difficilement praticables. C'est dans ce contexte que commença l'année 1989. Henri continuait son travail de menuiserie, bien que ses commandes aient diminué. Plusieurs artisans locaux remarquaient qu'il semblait distrait, moins précis dans ses mesures, et qu'il avait pris du retard sur certains projets. Céline, quant à elle, poursuivait sa scolarité avec des résultats toujours excellents sur le plan académique, mais son absence totale de vie sociale continuait d'inquiéter ses professeurs. Le vendredi 17 mars 1989 reste gravé dans la mémoire de Veillerier-du-Lac comme le jour où Henri et Céline Martineau ont disparu. Ce matin-là, le ciel était couvert et une fine pluie tombait sur la région, typique du début du printemps alpin. La température avoisinait les 8 degrés Celsius. Céline était partie au lycée comme d'habitude. Plusieurs élèves et enseignants l'ont vue ce jour-là. Elle avait assisté à tous ses cours du matin. Mathématiques à 8 heures, français à 9 heures et histoire-géographie à 10 heures. Son professeur d'histoire, M. Blanc, se souvenait parfaitement de sa présence car elle avait rendu un devoir particulièrement bien rédigé sur la Révolution française. C'était un travail remarquable, déclarait-il aux enquêteurs. Elle avait même ajouté des réflexions personnelles très matures sur les dynamiques familiales durant cette période. À 12h15, Céline déjeunait seule à la cantine, comme à son habitude. La surveillante, Madame Girard, l'avait vue manger rapidement un plat de pâtes avant de se diriger vers la bibliothèque où elle passait systématiquement sa pause déjeuner. Plusieurs témoins confirmaient qu'elle était ensuite revenue pour son cours d'anglais à 14 heures. Mais c'est après ce cours que les choses ont pris une tournure inhabituelle. À 15h45, alors que Céline aurait dû être en cours de sciences physiques, Madame Lambert, la secrétaire du lycée, avait reçu un appel téléphonique. Une voix d'homme, calme et posée, expliquait qu'Henri Martineau venait chercher sa fille pour une urgence familiale. La secrétaire avait demandé des précisions. Mais l'homme avait simplement répété qu'il s'agissait d'une affaire familiale urgente et qu'il arriverait dans 20 minutes. À 16h05, Henri Martineau se présentait effectivement à l'accueil du lycée. Madame Lambert le décrivait comme calme, peut-être un peu tendu, mais rien d'alarmant. Il portait sa veste de travail habituelle et sentait légèrement la sueur de bois. Il avait signé le registre de sortie anticipée pour Céline, une procédure standard. La secrétaire notait dans le registre « Sortie à 16h10, motif familial, père ». « Je n'ai rien remarqué d'anormal », témoignait Madame Lambert par la suite. Monsieur Martineau venait parfois chercher sa fille plus tôt, notamment pour des rendez-vous médicaux. Ce jour-là, il semblait juste un peu pressé. Céline est descendue rapidement, elle a pris son sac et ils sont partis ensemble. Un détail que Madame Lambert se rappelait clairement.
Lorsque Céline était apparue dans le hall, elle avait immédiatement regardé son père avec une expression que la secrétaire avait du mal à décrire. Ce n'était ni de la peur, ni de la joie, expliquait-elle. C'était plutôt de la résignation peut-être, comme si elle savait quelque chose. À 16h20 environ, Henri et Céline avaient été vus par M. Carrel, un habitant d'Annecy, montant dans la Renault 5 bleue d'Henri garée sur le parking du lycée. Le père tenait la portière ouverte pour sa fille, racontait le témoin. Elle est montée côté passager et ils sont partis en direction du lac. C'était la dernière fois que quelqu'un les voyait vivants avec certitude. À 19h30 ce soir-là, Marguerite Fouquet commençait à s'inquiéter. Elle avait l'habitude de voir de la lumière chez les Martineau à cette heure, Henri allumant toujours les lampes de l'atelier et de la cuisine dès la tombée de la nuit. Ce soir-là, la maison restait plongée dans l'obscurité. La voiture n'était pas garée à sa place habituelle devant l'atelier. Marguerite attendit jusqu'à 21h avant de téléphoner chez les Martineau. Pas de réponse. Elle rappela à 22h. Toujours rien. Ce n'était pas dans les habitudes d'Henri de s'absenter sans prévenir, surtout un soir de semaine. Inquiète mais ne voulant pas paraître intrusive, elle décida d'attendre le lendemain matin. Le samedi 18 mars, à 7h du matin, Marguerite regardait par sa fenêtre. La maison des Martineau était toujours dans le noir, aucun signe d'activité. À 8h, elle se décida à marcher jusqu'à leur propriété. La petite pluie de la veille avait cessé, laissant place à un ciel gris et bas. Elle frappa à la porte. Aucune réponse. Elle fit le tour de la maison, regardant par les fenêtres. Tout semblait en ordre à l'intérieur, mais personne n'était là. C'est à 9h15 que Marguerite contacta la gendarmerie d'Annecy. Son appel fut pris au sérieux car, comme elle l'expliquait, Henri Martineau n'était pas du genre à partir sans avertir, et il avait toujours été très ponctuel et prévisible dans ses habitudes. 2 gendarmes, le brigadier Lefebvre et le gendarme Arnaud, arrivèrent à la propriété des Martineau vers 10h. Ils notèrent plusieurs éléments dans leur rapport initial. La porte d'entrée était verrouillée. Les volets du rez-de-chaussée étaient fermés, mais ceux de l'étage étaient ouverts. Le garage, attenant à la maison, était vide. La Renault 5 bleue n'y était pas. L'atelier de menuiserie, accessible par une porte séparée, contenait plusieurs projets en cours, des outils soigneusement rangés, mais rien d'inhabituel. Les gendarmes décidèrent d'entrer dans la maison en utilisant un pass, procédure autorisée dans le cadre d'une vérification de sécurité suite à une disparition signalée. Ce qu'ils découvrirent à l'intérieur semblait parfaitement ordinaire. La cuisine était propre, la vaisselle du petit déjeuner avait été lavée et rangée. Le salon était en ordre, un livre ouvert sur la table basse. Dans la chambre d'Henri, le lit était fait. Dans celle de Céline, les manuels scolaires étaient empilés sur le bureau, son uniforme du lycée suspendu dans l'armoire. Un seul détail attirait l'attention. Dans la chambre de Céline, une petite valise semblait manquer. Marguerite Fouquet, interrogée à ce sujet, confirmait que la jeune fille possédait effectivement une valise bleue qu'elle ne voyait pas dans la chambre. Dans l'armoire d'Henri, certains vêtements semblaient également absents, notamment sa veste d'hiver la plus chaude et ses bottes de randonnée. Le brigadier Lefebvre notait dans son rapport « Départ qui semble avoir été préparé », mais sans précipitation apparente, absence de signes de lutte ou de violence, hypothèse d'un départ volontaire à privilégier. L'après-midi du samedi 18 mars, les recherches s'intensifièrent. La gendarmerie d'Annecy lança un avis de recherche pour Henri et Céline Martineau, ainsi que pour leur véhicule, une Renault 5 bleue immatriculée avec le numéro 623 BHC 74. Les routes principales de la région furent surveillées et les gendarmes commencèrent à interroger systématiquement les voisins et connaissances des Martineau. C'est le dimanche 19 mars, en début d'après-midi, qu'un randonneur fit une découverte cruciale. Monsieur Alain Vivier, un habitant d'Annecy âgé de 32 ans, se promenait avec son chien dans la forêt du Semnoz, un massif montagneux surplombant le lac d'Annecy, à environ 15 km de Verrier-du-Lac. Vers 14h30,
Son chien s'était mis à aboyer près d'un petit chemin forestier peu fréquenté. La Renault 5 bleue était là, garée sur le bas-côté, à moitié cachée par les branches basses des sapins. Les portières étaient déverrouillées. Le moteur était froid, mais l'absence de rosée sur le pare-brise suggérait que la voiture avait été abandonnée récemment, probablement dans les dernières 24 à 48 heures. À l'intérieur, les clés étaient restées sur le contact. La gendarmerie fut immédiatement alertée. L'inspecteur Laurent Gaillard, un enquêteur expérimenté de 48 ans affecté à la brigade de recherche d'Annecy, prit en charge l'investigation. Il arriva sur les lieux vers 16 heures, accompagné d'une équipe technique. L'examen du véhicule révéla plusieurs éléments. Sur la banquette arrière se trouvait la petite valise bleue de Céline, fermée mais non verrouillée. À l'intérieur, quelques vêtements soigneusement pliés, des sous-vêtements, une trousse de toilette et, curieusement, un cahier intime dont les dernières pages avaient été arrachées. Dans le coffre, un sac de voyage appartenant manifestement à Henri contenait également des vêtements, des provisions non périssables, boîtes de conserve, biscuits secs, bouteilles d'eau et une somme de 2000 francs en coupures de 50 et 100 francs. L'inspecteur Gaillard notait dans son rapport « La présence des bagages dans le véhicule est troublante ». Si les Martineau avaient prévu de fuir quelque part, pourquoi auraient-ils laissé leurs affaires dans la voiture? Le montant en liquide suggère une préparation, mais l'abandon du véhicule avec les bagages contredit l'hypothèse d'une fuite planifiée. Le cahier intime de Céline fut immédiatement examiné. Les pages restantes contenaient des entrées datant des mois de janvier et février 1989. Les écrits étaient ceux d'une adolescente sensible, parlant de sa solitude au lycée, de ses lectures, de la nature environnante qu'elle aimait observer. Mais plusieurs passages attirèrent l'attention des enquêteurs. Le 12 février, Céline avait écrit « Papa a dit que nous devrons peut-être partir bientôt. Il dit que les gens ne comprendraient pas. Je ne sais pas de quoi il parle exactement, mais je vois qu'il est inquiet. La nuit, je l'entends marcher dans la maison. Il ne dort presque plus. » Le 28 février. Aujourd'hui, une dame du lycée m'a demandé si tout allait bien à la maison. J'ai dit oui, mais elle continuait à me regarder bizarrement. Papa m'a dit de faire attention à ce que je dis, que notre vie privée ne regarde personne. Le 8 mars. J'ai peur de ce qui va arriver. Papa a vendu presque tous ses outils anciens cette semaine. Il dit qu'on aura besoin d'argent. Je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas rester ici, dans notre maison. J'aime notre maison. Les pages suivantes avaient été arrachées. L'inspecteur Gaillard estimait qu'environ 10 à 15 pages manquaient, correspondant probablement aux entrées entre le 9 mars et le 17 mars, jour de la disparition. Le lundi 20 mars, une opération de recherche d'envergure fut lancée dans la forêt du Semnoz. Plus de 50 gendarmes, pompiers et volontaires ratissèrent systématiquement la zone dans un rayon de 5 km autour du véhicule abandonné. Des chiens pisteurs furent utilisés, partant de la voiture pour tenter de suivre une trace. Les chiens perdirent rapidement la piste à environ 200 mètres du véhicule, près d'un petit ruisseau qui traversait la forêt. L'un des maîtres chiens, M. Fontaine, expliquait « C'est comme s'ils s'étaient évaporés. Les chiens tournaient en rond près du ruisseau, mais ne pouvaient pas fixer de direction claire. Soit ils ont marché dans l'eau pour brouiller leur odeur, soit ils sont montés dans un autre véhicule. » Cette hypothèse d'un second véhicule fut sérieusement considérée. Les enquêteurs pensaient qu'Henri et Céline auraient pu planifier de retrouver quelqu'un à cet endroit isolé. Mais qui? Et pourquoi? Au lycée Gabriel Fauré, les enquêteurs interrogèrent méthodiquement tous les enseignants et élèves qui avaient eu un contact avec Céline. Le portrait qui en émergea était celui d'une jeune fille extrêmement isolée socialement. Aucun camarade ne se déclarait vraiment ami avec elle. Personne ne l'avait jamais vue en compagnie d'autres jeunes en dehors des cours. Elle ne participait à aucune activité, ne fréquentait aucun groupe. Madame Renard, sa professeure de français, fournit un témoignage particulièrement poignant. 2 semaines avant sa disparition, j'ai eu un entretien avec Céline après un cours. Elle semblait encore plus renfermée que d'habitude. Je lui ai demandé si elle voulait parler de quelque chose. Elle a commencé à dire quelque chose, puis s'est arrêtée.
Elle a juste murmuré « Parfois, on ne peut pas changer ce qui doit arriver ». J'ai trouvé cette phrase étrange, mais je n'ai pas insisté, je le regrette aujourd'hui. Du côté professionnel d'Henri, l'enquête révélait des éléments tout aussi intrigants. Plusieurs artisans avec qui il travaillait régulièrement notaient un changement dans son comportement durant les mois précédant la disparition. Monsieur Jacquet, propriétaire d'une scierie qui fournissait Henri en bois, déclarait « Depuis janvier, Henri semblait ailleurs. Il avait fait plusieurs erreurs de commande, ce qui ne lui ressemblait pas. Une fois, fin février, je l'ai trouvé assis dans son camion sur le parking de la scierie, la tête dans les mains. Quand je lui ai demandé si ça allait, il m'a juste dit qu'il avait des problèmes familiaux à régler. Plus troublant encore, Henri avait effectivement vendu une grande partie de ses outils de collection durant le mois de mars. Un antiquaire d'Annecy, M. Deschamps, confirmait qu'Henri lui avait vendu plusieurs rabots anciens, des ciseaux à bois rares et même une table de travail du XIXe siècle qui avait appartenu à son grand-père. « Oh, il semblait pressé de vendre », racontait l'antiquaire. « Je lui ai proposé un bon prix, mais il n'a même pas négocié. Il voulait du liquide immédiatement. » Les relevés bancaires d'Henri montraient effectivement plusieurs retraits importants durant les semaines précédant la disparition. Entre le 1er février et le 15 mars, il avait retiré au total 6 000 francs en plusieurs fois. Son compte était presque vide au moment de la disparition. L'inspecteur Gaillard formulait alors plusieurs hypothèses. La première, Henri et Céline avaient planifié une fuite, peut-être pour recommencer une vie ailleurs, loin des regards. Mais pourquoi? La seconde hypothèse, ils avaient été victimes d'un crime, peut-être d'un enlèvement, bien que l'absence totale de demande de rançon ou de contact rende cette possibilité peu probable. La troisième, la plus sombre. Un pacte suicidaire père-fille, bien que là encore, l'absence de corps pose problème. Les recherches dans la forêt se poursuivirent pendant 3 semaines. Les équipes explorèrent les grottes, les ravins, les zones les plus reculées du massif. Des plongeurs inspectèrent même certaines parties du lac d'Annecy. Rien. Aucun corps, aucun indice supplémentaire. Le mercredi 22 mars, une information inattendue parvint aux enquêteurs. Un couple de touristes allemands, les époux Schmitt, se présentèrent spontanément à la gendarmerie. Ils expliquaient avoir séjourné dans un hôtel d'Annecy du 15 au 20 mars et avoir peut-être vu quelque chose d'important. Le vendredi 17 mars, en fin d'après-midi vers 17h30, ils se promenaient sur un sentier près du Semnoz lorsqu'ils avaient croisé un homme et une jeune fille marchant rapidement en direction de la forêt dense. L'homme était grand, avec une veste sombre, racontait R. Schmitt dans un français approximatif. La fille semblait très jeune. Ils portaient chacun un sac à dos. Ce qui nous a marqué, c'est qu'ils marchaient vite, presque en courant, et la fille pleurait. Nous avons pensé à une dispute familiale et n'avons pas voulu nous mêler. Frau Schmitt ajoutait un détail crucial. Quand nous les avons croisés, l'homme tenait la fille par le bras, fermement. Elle ne semblait pas vouloir résister, mais elle pleurait en silence. J'ai voulu dire quelque chose, mais mon mari m'a dit de ne pas intervenir. Maintenant, avec les affiches de recherche, nous avons reconnu leur visage. Ce témoignage renforçait l'hypothèse qu'Henri et Céline étaient bien partis volontairement dans la forêt, mais les circonstances exactes restaient floues. Céline pleurait-elle parce qu'elle était forcée de partir, ou pleurait-elle de quitter sa vie, sa maison, même volontairement? Les semaines devinrent des mois. L'affaire Martineau, comme on l'appelait désormais, occupait régulièrement les journaux locaux. Les habitants d'Annecy et de Verrier-du-Lac ne parlaient que de ça. Où était passé le menuisier et sa fille? Étaient-ils encore vivants quelque part, cachés sous de fausses identités? Ou leur corps reposait-il dans un recoin inaccessible de la forêt alpine? Marguerite Fouquet, la voisine, se sentait profondément affectée par cette disparition. Elle se reprochait de ne pas avoir été plus attentive, de ne pas avoir posé plus de questions quand elle sentait que quelque chose n'allait pas dans cette famille. Je voyais bien que leur relation était inhabituelle, confiait-elle à une journaliste du Dauphiné libéré en mai 1989. Mais je me disais que ce n'était pas mes affaires. Peut-être que si j'avais parlé, fait quelque chose,
Au lycée Gabriel Fauré, la disparition de Céline créa une onde de choc. Une psychologue fut mise à disposition des élèves pour les aider à gérer leur anxiété. Beaucoup de jeunes filles s'identifiaient à Céline et avaient peur qu'un sort similaire leur arrive. Des rumeurs circulaient dans les couloirs. Certains parlaient d'une secte qui aurait enlevé père et fille, d'autres évoquaient un pacte diabolique, d'autres encore imaginaient une fuite romantique incestueuse, bien que cette dernière théorie soit rapidement étouffée par l'administration scolaire qui la jugeait inappropriée et sans fondement. Madame Renard, la professeure de français, ne se pardonnait pas. Cette phrase qu'elle avait dite, « Parfois on ne peut pas changer ce qui doit arriver », c'était un appel à l'aide, répétait-elle. Elle savait que quelque chose allait se passer, et je n'ai rien fait. L'enquête officielle se poursuivit jusqu'en septembre 1989, puis fut progressivement mise en sommeil, faute de nouvelles pistes. Le dossier restait ouvert, mais aucun enquêteur n'y travaillait activement. La maison des Martineau à Verrier-du-Lac fut mise sous scellé, puis, après les procédures légales nécessaires, finalement vendue par l'État en 1992 pour couvrir les dettes hypothécaires encore existantes. Une nouvelle famille s'y installa en 1993. Les nouveaux propriétaires, les Leclerc, n'eurent jamais vraiment l'occasion d'oublier l'histoire tragique de leurs prédécesseurs. Les habitants du hameau continuaient d'appeler la propriété la maison Martineau. Et les touristes venaient parfois prendre des photos devant le portail, attirés par le mystère non résolu. Pour l'inspecteur Gaillard, l'affaire Martineau resta une obsession. Même après sa retraite en 1995, il continuait à y penser. Ce qui me troublait le plus, expliquait-il des années plus tard, c'était ce journal intime avec les pages arrachées. Qu'avait écrit Céline dans ses derniers jours? Pourquoi ces pages avaient-elles été détruites? C'était comme si quelqu'un avait voulu effacer quelque chose de très spécifique. Les années passèrent. 1990, 1991, 1992. L'affaire sombrait progressivement dans l'oubli collectif, remplacée par d'autres drames, d'autres mystères. Seuls quelques irréductibles continuaient à s'y intéresser. Marguerite Fouquet, qui allumait une bougie chaque 17 mars en mémoire de ses anciens voisins. Madame Renard, qui pensait encore à son élève disparu. Et l'ancien inspecteur Gaillard, qui gardait une copie du dossier dans son bureau personnel. En 1997, une fausse piste relança brièvement l'intérêt pour l'affaire. Une femme vivant à Lyon contacta la gendarmerie, affirmant avoir reconnu Céline Martineau dans une jeune femme qu'elle avait croisée au marché. La gendarmerie enquêta, mais il s'agissait d'une erreur d'identification. La jeune femme en question était une Lyonnaise de 24 ans, qui ne ressemblait que vaguement à ce que Céline aurait pu devenir. Puis vint l'année 2000. Le passage au nouveau millénaire apporta son lot de changements technologiques et sociaux. Les enquêtes criminelles commençaient à utiliser davantage les bases de données informatisées, l'ADN devenait un outil courant, et les anciennes affaires non résolues étaient parfois réexaminées avec ces nouveaux moyens. Mais l'affaire Martineau restait dans les archives, un mystère parmi tant d'autres. Sans témoin direct de ce qui s'était passé après que le couple allemand les ait vus entrer dans la forêt, il n'y avait rien de nouveau à analyser. Le silence qui suivit fut terrible. Lucas les regarda, incapable de comprendre immédiatement ce qu'on venait de lui dire. Puis, lentement, la réalisation s'imposa. Son visage devint blanc comme un linge. « Non », murmura-t-il. « Vous voulez dire, mon père était aussi mon grand-père, ma mère était aussi ma... » Il ne put terminer sa phrase. Il se leva brusquement, vacilla, puis se précipita vers la salle de bain où ils l'entendirent vomir. Simone, les larmes aux yeux, se tourna vers les enquêteurs. Il ne méritait pas ça. André voulait le protéger de cette horreur. Elle pensait que s'il ne savait jamais, il pourrait avoir une vie normale. Madame Dupont alla consoler Lucas. Les semaines suivantes furent extrêmement difficiles pour l'adolescent. Il fut suivi intensivement par des psychologues, des psychiatres. Il alternait entre le déni, la colère et une profonde tristesse.
Apprendre que son existence était le fruit d'un inceste, que sa mère biologique était une victime, que son père biologique était un criminel, bouleversait tout ce qu'il croyait savoir sur lui-même. Les tests ADN confirmèrent formellement la filiation. Lucas Marchand était bien le fils d'Henri et Céline Martineau. Les analyses génétiques révélaient même des anomalies mineures typiques des grossesses consanguines, bien que Lucas ait eu la chance de ne pas développer de problèmes de santé graves. Pendant ce temps, l'enquête continuait à reconstituer les derniers jours d'Henri et Céline. Le carnet d'Henri fournissait des indices cruciaux. Une relecture attentive, à la lumière des nouvelles informations, permettait de comprendre le déroulement tragique des événements. Henri avait commencé à abuser sexuellement de sa fille environ 1 an après la mort de sa femme, donc vers 1986, quand Céline n'avait que 13 ans. L'isolement progressif de la jeune fille n'était pas une conséquence du deuil, mais une stratégie délibérée d'Henri pour couper sa fille de tout contact extérieur qui aurait pu révéler la situation. En novembre 1988, Céline était tombée enceinte. Henri, réalisant l'impossibilité de cacher une grossesse visible, avait commencé à planifier leur fuite. Il avait construit l'abri souterrain durant l'hiver, travaillant secrètement la nuit. C'était une structure étonnamment bien conçue, avec un système de ventilation rudimentaire, des réserves de nourriture et même un petit poêle pour le chauffage. En février 1989, Céline avait accouché à la maison, avec l'aide d'Henri qui avait étudié des manuels médicaux. La naissance s'était passée sans complications majeures, mais Céline avait développé une infection post-partum, d'où l'intervention de l'infirmière Giraud. Face à la réalité d'un nouveau-né et à la peur grandissante d'être découvert, Henri avait pris la décision de se séparer de l'enfant. À travers Claude Faure, il avait trouvé André Marchand qui avait accepté de prendre le bébé. Le 28 février 1989, Henri avait confié son fils à cette femme, emportant avec lui le secret terrible de ses origines. Mais la séparation avait été dévastatrice pour Céline. Selon les témoignages de Madame Renard, la jeune fille était devenue encore plus renfermée en mars. Les pages arrachées de son journal intime racontaient probablement sa douleur d'avoir dû abandonner son enfant, et peut-être aussi, pour la première fois, une prise de conscience de l'horreur de sa situation. C'est cette prise de conscience qui avait probablement précipité leur fuite. Henri savait que Céline devenait instable, qu'elle pourrait parler. Les professeurs commençaient à poser des questions. Le 8 mars, quand Céline avait écrit « J'ai peur de ce qui va arriver », elle sentait peut-être que son père préparait quelque chose. Le 17 mars, Henri avait mis son plan à exécution. Il avait appelé le lycée en prétextant une urgence familiale, était venu chercher Céline, et ensemble, ils avaient roulé jusqu'au Semnos où l'abri les attendait. L'abandon de la voiture avec les bagages n'était pas un oubli. C'était une mise en scène pour faire croire à un enlèvement ou à un accident. Henri voulait que personne ne les cherche là où ils étaient vraiment. Dans l'abri, la réalité de leur situation avait rapidement éclipsé toute illusion qu'Henri avait pu nourrir. Céline ne mangeait plus, refusant de s'alimenter. Était-ce un acte de rébellion silencieuse, une forme de suicide passif? Les psychiatres consultés par l'enquête penchaient pour cette dernière hypothèse. Céline, privée de son enfant, prisonnière de son père dans un trou sous terre, avait choisi la seule forme de contrôle qui lui restait. Arrêter de lutter pour vivre. L'infection qu'il avait emportée était probablement une complication tardive de l'accouchement, aggravée par la malnutrition et les conditions insalubres de l'abri. Henri, qui se décrivait dans son carnet comme voulant la protéger, l'avait en réalité condamnée à mort en refusant de chercher de l'aide médicale. Après la mort de Céline, Henri avait survécu seul dans l'abri pendant une période indéterminée, peut-être quelques jours, peut-être une semaine. Puis, incapable de supporter la perte de celle qu'il prétendait aimer, il avait mis fin à ses jours. Le médecin légiste avait trouvé des traces indiquant qu'il s'était pendu à l'une des poutres du plafond de l'abri. L'affaire Martineau fut officiellement close en septembre 2003.
Le procureur Dumas organisa une conférence de presse pour présenter les conclusions finales de l'enquête. Dans une salle bondée de journalistes nationaux et internationaux, il résuma les faits avec une gravité solennelle. Henri Martineau a abusé sexuellement de sa fille mineure, Céline Martineau, pendant plusieurs années. Cette relation criminelle a abouti à la naissance d'un enfant en février 1989. Face au risque de découverte, Henri Martineau a orchestré leur disparition, construisant un abri souterrain où il pensait pouvoir vivre caché avec sa fille. Céline Martineau est décédée dans cet abri en avril 1989, des suites d'une infection et de malnutrition. Henri Martineau s'est ensuite suicidé. L'enfant né de cette relation incestueuse a été confié à une famille d'accueil et a survécu. Il est aujourd'hui un adolescent de 14 ans qui reçoit tout le soutien psychologique nécessaire. La nouvelle de l'existence de Lucas et de sa survie avait suscité un immense débat en France. Fallait-il révéler son identité au public? Les autorités avaient décidé de protéger son anonymat, mais les médias spéculaient constamment. Lucas lui-même vivait un cauchemar éveillé, harcelé par les journalistes malgré les protections légales, pointé du doigt à son école quand l'information avait filtré parmi ses camarades. Simone Marchand prit la décision de déménager avec Lucas dans une autre région, loin de Grenoble, pour lui offrir une chance de recommencer. Ils s'installèrent dans une petite ville de Bretagne, où personne ne connaissait leur histoire. Lucas changea de nom légalement, adoptant le nom de famille de Simone. Il poursuivit sa scolarité sous une nouvelle identité, tentant de reconstruire une vie normale malgré le poids de ses origines. Les psychologues qui suivaient Lucas rapportaient qu'il oscillait entre différentes phases. Parfois, il se montrait remarquablement résilient, se concentrant sur ses études, faisant preuve d'une maturité impressionnante pour son âge. D'autres fois, il sombrait dans de profondes dépressions, se demandant ce qu'il avait hérité génétiquement de son père-grand-père, s'interrogeant sur sa propre normalité, craignant de porter en lui des tendances criminelles. La plus grande injustice, expliquait le docteur Villemont, le psychiatre qui coordonnait son suivi, c'est que Lucas porte la honte d'un crime qu'il n'a pas commis. Il est une victime au même titre que Céline, mais il doit vivre avec le stigmate d'être le produit d'un inceste. C'est un fardeau que personne ne devrait avoir à porter, surtout pas un adolescent. À Annecy et Verrier-du-Lac, la communauté tentait également de tourner la page. La maison des Martineau, qui avait changé de propriétaire plusieurs fois depuis 1992, était devenue un lieu de curiosité morbide. Des touristes venaient prendre des photos devant le portail. Les habitants étaient excédés par cette attention médiatique qui transformait leur paisible village en attraction macabre. Marguerite Fouquet, qui avait tant souffert de culpabilité, trouva un certain apaisement dans l'aide qu'elle apporta à d'autres victimes. Elle devint bénévole dans une association de protection de l'enfance, partageant son expérience pour sensibiliser les gens aux signes d'abus domestiques. « On ne peut pas changer le passé », disait-elle lors des conférences qu'elle donnait dans les écoles. Mais on peut apprendre à voir les signes, à poser les bonnes questions, à ne pas détourner le regard quand quelque chose semble anormal. Au lycée Gabriel Fauré, Madame Renard prit sa retraite en 2004, mais consacra ses dernières années à écrire un livre sur l'importance de la vigilance éducative. L'affaire Martineau, écrivait-elle, nous rappelle que nos élèves peuvent vivre des enfers que nous ne soupçonnons pas. Un simple « Comment vas-tu vraiment ?» prononcé avec sincérité peut parfois sauver une vie. Claude Faure, l'ami d'Henri qui avait facilité l'adoption informelle de Lucas, ne fut jamais poursuivi légalement. Le procureur considéra qu'il avait agi de bonne foi, croyant aider un ami dans une situation difficile sans connaître la nature incestueuse de la relation. Mais Claude porta cette culpabilité jusqu'à sa mort, en 2007. « J'aurais dû poser plus de questions », confiait-il à l'ancien inspecteur Gaillard lors de leur dernière rencontre. Quelque chose me disait que ce n'était pas normal, mais j'ai choisi de ne pas voir. L'ancien inspecteur Gaillard, lui, trouva une forme de paix amère dans la résolution du cas. Pendant 14 ans, je me suis demandé ce qui leur était arrivé,
racontait-il lors d'une interview en 2005. La vérité est pire que tout ce que j'avais imaginé. Mais au moins, nous savons maintenant. Et surtout, un enfant innocent a survécu. C'est peut-être la seule chose positive dans toute cette tragédie. Le site où l'abri avait été découvert fut entièrement excavé après l'enquête. La structure fut détruite et la zone fut reboisée. La société Alpi Lodge abandonna son projet de construction à cet endroit, jugeant le lieu trop chargé d'histoires tragiques. Aujourd'hui, rien ne marque l'emplacement où Henri et Céline Martineau ont passé leurs derniers jours. Seule une petite plaque discrète, placée par une association de victimes d'abus, rappelle, en mémoire de Céline Martineau, 1973-1989, que plus jamais un enfant ne souffre en silence. Les corps d'Henri et Céline furent incinérés après les analyses médico-légales. Aucun membre de la famille ne réclama les cendres. Elles furent finalement dispersées dans le jardin du souvenir du cimetière d'Annecy, sans cérémonie, dans l'anonymat le plus complet. Henri Martineau ne méritait aucun hommage, et Céline, victime jusqu'au bout, ne pouvait être honorée sans raviver la douleur de toute cette affaire. Lucas, devenu adulte, choisit de ne jamais parler publiquement de son histoire. Il termina ses études, devint ingénieur informatique, se maria et fonda sa propre famille. Il eut 2 enfants en bonne santé, prouvant que les tragédies du passé ne condamnent pas nécessairement l'avenir. Mais ceux qui le connaissaient bien savaient qu'il portait toujours cette blessure invisible, ce secret qu'il ne partageait qu'avec ses proches les plus intimes. En 2010, lors d'une rare interview accordée sous couvert d'anonymat à un documentaire sur les enfants victimes de crimes familiaux, Lucas livra cette réflexion poignante. Pendant longtemps, je me suis demandé si j'aurais préféré ne jamais connaître la vérité, vivre dans l'ignorance heureuse de mes véritables origines. Mais aujourd'hui, je comprends que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est la seule chose qui permet vraiment de guérir. Ma mère biologique, Céline, était une victime. Elle n'a pas choisi ce qui lui est arrivé. Elle mérite d'être reconnue comme telle et non pas effacée de l'histoire comme si elle n'avait jamais existé. Quant à moi, je ne suis pas défini par les circonstances de ma naissance. Je suis défini par la personne que je choisis d'être chaque jour. L'affaire Martineau eut également un impact juridique important. Elle contribua à l'adoption de nouvelles lois renforçant la protection des mineurs et l'obligation de signalement pour les professionnels en contact avec des enfants. Les formations pour les enseignants, travailleurs sociaux et professionnels de santé incluaient désormais systématiquement des modules sur la détection des abus domestiques et l'importance de ne jamais ignorer les signaux d'alarme, même subtils. Des années après la découverte, les habitants de Verrier-du-Lac se souvenaient encore de cette affaire qui avait bouleversé leur communauté. Les plus anciens racontaient aux nouveaux arrivants l'histoire de cette famille maudite, de ce père qui avait trahi de la manière la plus abjecte la confiance de sa fille, et de cette jeune fille qui avait payé de sa vie le silence imposé par son bourreau. Ce qui me hante le plus, confiait un jour Marguerite Fouquet, alors âgée de 85 ans, peu avant sa mort en 2012, c'est de penser à tous les moments où j'aurais pu intervenir. Toutes les fois où j'ai vu Céline marcher avec son père, l'air absent, le regard vide, j'ai choisi de penser que c'était du chagrin pour sa mère. Mais c'était bien plus que ça. C'était un appel au secours silencieux que personne n'a entendu. L'affaire posait également des questions philosophiques profondes sur la nature du mal, sur les limites de l'amour familial et sur la manière dont les traumatismes peuvent se transmettre à travers les générations. Henri Martineau avait-il agi par amour perverti ou par simple monstruosité? Céline avait-elle été complètement passive ou avait-elle, à certains moments, trouvé des moyens subtils de résister? Ces questions restaient sans réponse définitive, chacun projetant sur cette tragédie ses propres interprétations. Ce qui demeurait indéniable, c'était le courage de Lucas pour avoir survécu à cette révélation et construit sa vie malgré tout. C'était aussi l'importance cruciale de la vigilance collective. Combien d'autres enfants souffraient en silence, derrière les portes closes de foyers apparemment normaux?
Combien d'autres, Céline, attendaient qu'un adulte pose la bonne question, offre la bonne oreille, ouvre la bonne porte vers la liberté. Cette affaire nous montre comment les secrets de famille les plus sombres peuvent détruire des vies entières, comment l'isolement social peut devenir le terreau fertile des pires abus, et comment notre responsabilité collective est de ne jamais détourner le regard face aux signaux de détresse, même les plus discrets. Céline Martineau n'a pas eu la chance d'être sauvée à temps, mais son histoire doit servir de leçon pour que d'autres enfants en danger puissent être protégés avant qu'il ne soit trop tard. Qu'en pensez-vous? Avez-vous remarqué les signes tout au long de cette histoire? Les phrases de Céline dans son journal, son isolement progressif, les comportements étranges observés par les voisins? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si cette enquête vous a marqué, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun autre cas. Laissez votre like si cette histoire vous a touché et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse également aux affaires qui révèlent les parts les plus troubles de l'âme humaine. Mais surtout, souvenez-vous, si vous voyez quelque chose d'anormal autour de vous, n'ayez pas peur de poser des questions. Votre vigilance pourrait sauver une vie.